Bienvenue à toutes et à Salut. tous, je suis avec Théo Rivière, on revient, on est toujours en live 24 heures solidaires, toujours au bénéfice de Fragile-X France, une association qui accompagne les personnes touchées par le syndrome du X fragile, les familles touchées par le syndrome du X fragile. On est sur un syndrome, une maladie génétique transmise de génération en génération, mal diagnostiquée, mal connue, maladie rare. Et du coup, effectivement, c'est une association qui permet à ces familles de trouver un étayage, trouver un entourage, des conseils, de l'aide et des rencontres pour partager autour des difficultés spécifiques qu'ils rencontrent. C'est une très chouette association, ils sont absolument merveilleux et adorables pour nous accompagner dans la création de ce live 24 heures solidaire cette année, donc merci à elles et eux. On est actuellement, la cagnotte est à 6517 €. Merci pour vos dons. Je crois qu'il y a eu des dons du coup pendant la pause. On n'a toujours pas les alertes de dons malheureusement. Je vais essayer de relancer chez moi, voir si ça change quelque chose. Donc merci. Je crois que c'est 30 € de la part de Razak27. Merci Razak. Merci beaucoup pour ta générosité pour les 30 €. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je rappelle que tous les 5 € de dons, vous êtes inscrits automatiquement, si vous le souhaitez, à la tombola des donateurs et donatrices. On va faire tout de suite le tirage au sort de la tombola numéro 3, celle de 8 h du matin. Hop, je vais tirer au sort les gagnants. En espérant... Attendez, il ne faut pas que j'affiche ça tout de suite. J'attends que... Voilà. On tire au sort les gagnants. Launch. Et pendant qu'on tire au sort les gagnants de la tombola précédente, je vous dis que donc à partir de 8 h du matin, GG Alizarine, tous les gens qui vont donner entre 8 h et midi, donc la fin du créneau jeu de société, vous êtes dans la tombola numéro 4, c'est-à-dire pour gagner Kids Chronicle de Lucky Duck Game, donc Kids Chronicle qui est un Chronicle of Crime pour la jeunesse, pour les enfants. Donc un jeu d'enquête. On a aussi Splendor plus ses extensions en version numérique à gagner, en version dématérialisée. On a une illustration, un print de joystick. On a aussi le livre de Calidor, des éditions Calidor, Soroé, Reine des Atlantes, et Asphodel de Noir d'Absinthe. Je rappelle simplement que les éditions de Noir d'Absinthe sont pour un public averti, on est sur la littérature assez dark. Il y a aussi, comme pour toutes les tombolas horaires de ce 24 heures, un an d'abonnement sur Board Game Arena à gagner, et là c'est vraiment le moment d'en parler puisqu'on va parler jeux de société à fond. Donc si vous êtes là et que vous êtes intéressé par les jeux de société, l'abonnement Board Game Arena pourrait vous intéresser, c'est le moment de donner. Et une place pour un one shot à ma table de JDR dans la même timeline que mes autres aventures, celle des boys et des girls. Donc on a la liste des gagnants pour la tombola numéro 3, des personnes qui ont donné entre 3 h et 8 h du matin. Alizarine, The Caras, Droppy, Lillois, Black et Decker et Couple, merci à tous et à toutes pour votre générosité. Pour toutes les personnes qui n'ont pas été tirées au sort mais qui ont donné quand même, je vous rappelle que dès les 5 € de dons, si vous ne vous êtes pas désinscrit de la tombola, pour chaque 5 € vous avez un ticket, et il y a une grande tombola finale qui est celle où finalement il y a le plus de lots, il y a 90 lots actuellement dans la tombola finale, et je viens d'entendre dans mon oreillette que quelqu'un que je nomme parce qu'il mérite d'être nommé, Sniper, propose d'ajouter à la tombola, moyennant donation goal, donc moyennant un certain montant atteint, une console Xbox. Je regarde la régie pour confirmation. Une console Xbox de quoi? Série, je crois que c'est ça, faut pas que je dise de bêtises. Le montant est en train d'être fixé en régie. Faites monter la cagnotte, elle sera à gagner. Il y a des très très chouettes lots. Vous pouvez voir tous les lots qui sont là dans le site internet 24hsolidaire.fr. Vous allez ici, la tombola de midi pour si vous faites des dons et que vous allez être dans les personnes tirées au sort ici. Ça c'est l'illustration. Et vous pouvez aller dans la grande tombola et vous verrez la totalité des lots qui sont disponibles dans cette grande tombola qu'il vous faudra trier, puisque je vous rappelle que ce n'est pas un ticket égale un lot, mais un ticket égale un ordre de choix. Donc une fois que vous êtes tiré au sort, vous choisissez parmi les lots disponibles, puis la personne qui a été tirée au sort après vous choisit parmi les lots restants, et ainsi de suite. Voilà.
J'ai fini mon laïus. Merci Théo de m'avoir laissé parler. Mon pauvre. Non, c'est bien, c'est plein de bolos et plein de beaux cadeaux, donc c'est chouette. Ouais, franchement, ça fait super plaisir de pouvoir gâter les donateurs et donatrices. C'est un chouette moyen de faire une boucle un petit peu. Les gens donnent, mais derrière ils reçoivent aussi. Et il y a beaucoup de donateurs et donatrices, enfin beaucoup de partenaires, pardon, qui sont des gens qui ne peuvent pas donner en dessous en fait, et qui me disent bah moi je vais faire un cadeau parce que je bosse dans une boîte où je peux récupérer ça, ou j'ai tel service, ou j'ai tel talent, et c'est grave cool. Trop bien. Donc je suis avec Théo Rivière qui est auteur de jeux de société, et principalement connu pour ça, hein, je pense. Je parle sous ton couvert, Théo, à tout moment tu m'interromps. Ouais, pour l'instant tout va bien. Pour l'instant c'est bon. Et qui stream aussi sur Twitch, et qui est aussi podcasteur. Un peu, ouais. Toujours, oui. C'est toujours vrai. Ouais, toujours. On a une émission, j'ai une émission avec Zéphiriel, qui est labellisée par le vaisseau Hypersensas, qui s'appelle 6388, qui est une émission qui justement parle des coulisses et de comment on crée des jeux de société. L'idée était de démystifier un peu le processus qui fait un peu peur à pas mal d'auteurs et d'autrices débutants et débutantes, et de mettre en avant un peu les différents métiers, comment ça se passe, etc. Donc ça continue. Là, on va être en pause hivernale dans pas longtemps, mais on continue autrement de poster un épisode toutes les 2 semaines. Et ça, c'est un peu, j'allais dire, c'est presque un peu ton dada, parce que c'est aussi ce que tu fais sur ta chaîne Twitch. C'est ça ? Tout à fait, ouais. Je suis pas tout à fait à côté de la plaque, là. Non. Je dis ça parce qu'on a mis un peu... Oui, vas-y, je te coupe. Vas-y, je t'en prie. Non, je préviens le chat que cette interview, on va plutôt la former sous forme d'une conversation pour se redécouvrir mutuellement, puisque j'ai pas eu assez de temps pour préparer une interview formelle, et en même temps c'est cool aussi de faire ça en forme de conversation, je pense. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aussi, comme ça on fait quelque chose d'interactif. L'avantage par rapport à l'interview du prime time de samedi soir, c'est que là on est beaucoup plus chill, les gens, enfin le chat défile moins vite, donc on va pouvoir plus interagir avec vous. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez pour Théo. Voilà, je te redonne la parole. Plaisir. Donc ouais, effectivement sur Twitch aussi, je sais pas, à un moment j'ai eu vraiment ce truc de vulgariser, c'est un grand mot, mais de me dire que j'avais envie de parler de comment créer des jeux pour que tout le monde comprenne un peu mieux comment ça se passe, enfin tout le monde, les gens qui le souhaitaient, et aussi pour laisser un peu plus de place, de montrer que c'était pas si compliqué sur certains aspects, que le milieu était accueillant, de donner des conseils aux auteurs et aux autrices, de vraiment avoir ce côté de regardez, en fait, faire des jeux c'est cool, venez, comme ça il y aura encore plus de super jeux, ouais. Et tout le monde sera content et contente, et ces typards, rejoignez-nous quoi. Donc, pas d'esprit, voilà, t'es pas du tout dans l'esprit concurrence, au contraire, dire plus on est d'auteurs mieux c'est, et plus on est d'auteurs d'autrices, plus il y aura des jeux, comme tu dis, plus il y aura de jeux cool. Ouais, peut-être aussi, ma première question qui me vient là et qui est pas du tout notée du coup, mais est-ce que c'est pas typiquement le genre de choses, en fait on t'a beaucoup posé la question? Est-ce que c'est parce qu'on t'a beaucoup posé la question que tu t'es dit il faut que je fasse un truc, ou est-ce que t'as fait un truc et du coup tu t'es spécialisé là-dedans et du coup on t'en parle? Il y a un peu 2 trucs en parallèle. Le premier, c'est moi j'aime vraiment beaucoup parler, raconter ce que je fais, mon métier, etc. Ouais. Et donc à un moment j'ai eu envie de le faire un peu plus. Et ce qui est rigolo, c'est que le podcast comme le stream est venu de... Moi je suis plutôt de la génération YouTube au départ, donc je me suis dit je vais faire une chaîne YouTube, je vais faire des petits tutos de voilà comment on crée les jeux et tout, c'est génial. Et en fait c'était beaucoup trop dur, j'avais vraiment pas le temps et j'y arrivais pas du tout. Donc à un moment je me suis dit ok, si je le fais en direct, ça sera un peu plus facile pour moi à organiser, j'aurais pas besoin de faire du montage de ouf, de me regarder et trouver ça super cringe parce que mon son est pas parfait à tel moment, etc. Et donc j'ai lancé à la fois ma chaîne Twitch. Il y a un côté un peu plus humain aussi, hein, de toute façon quand t'es dans l'interaction en direct. Ouais. Et puis je sais aussi que je suis assez à l'aise sur des discussions comme ça, sur un truc un peu pas trop préparé. Et donc il y avait cet aspect de en fait le faire en direct, je crois que je suis meilleur sur ça que sur des trucs écrits et préparés. Ça me fait plus plaisir. Allez, c'est parti. Bah t'as raison. Le deuxième point qui est important, c'est quand moi je suis arrivé dans le milieu du jeu il y a 6-7 ans, j'ai été vachement accueilli par les auteurs déjà présents. Des mecs comme Antoine Boza ou Bruno Catala ou Ludovic Maublanc, qui sont vraiment des auteurs vraiment costauds dans le sens de best-seller et qui sont là depuis des années. Pareil, ils avaient ce truc vachement sympathique de me dire vas-y, je regarde un peu ton prototype, vas-y, on en discute un peu, mais vas-y, je te donne des petits conseils. Et donc j'ai eu envie à un moment, vraiment, je l'ai conscientisé de me dire en fait, ça c'est vraiment de la balle. Il faut que ça continue pour toujours de toute la vie du milieu. C'est ça. Un milieu de société qui reste petit, mais qui commence à brasser un peu du monde, donc c'est de moins en moins facile. Mais il faut que ça reste un truc super accueillant. Et donc je vais continuer cette chaîne de bienveillance en étant sympa à mon tour. Quand t'as reçu... Que les gens avec qui j'ai été sympa continuent à être sympas et qu'on se dise dans 30 ans, tout le monde sera toujours à la cool, quoi.
C'est cool ça. Il y a pas beaucoup. Enfin, il y a des milieux où c'est le cas, hein, bien sûr. Enfin, c'est marrant, ça n'a absolument aucun rapport, mais de la façon dont tu le racontes comme ça, et on va déjà sortir du sujet. Je vais me faire engueuler par les gens qui vont essayer de monter cette vidéo après, pardon. Mais typiquement, tu vois, dans le scoutisme, c'est un peu ça, tu vois. Genre, t'as tellement reçu des générations au-dessus que derrière, toi, quand t'arrives en haut, tu veux redonner la même chose, et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est ça qui fait que c'est cool. En tout cas, quand il y a des bonnes expériences, c'est grâce à ça. Et du coup, c'est marrant que tu redécrives ça parce que c'est pas dans tous les milieux qu'il y a ça. Il y a quand même des milieux où on va te dire, bah, quand t'arrives, c'est dur, c'est un peu fermé, les gens se connaissent tous et toi, faut que tu fasses ton trou. Donc c'est marrant que tu décrives ça. Moi, j'avais pas du tout cette notion-là. Après, moi, je suis pas du tout intéressée au milieu, en tout cas en tant que pro. Donc après, c'est clair que même en tant que alors je suis fan de jeux de société évidemment, donc je fais des salons à une époque en tout cas, à l'époque où il y avait des salons. Ça revient, On y croit. Je faisais un peu des salons et tout, moi des tout petits parce que je suis pas trop fan de la foule, mais c'est vrai que t'avais vraiment cette ambiance chill quoi, cosy, tout le monde est là pour jouer finalement, et du coup c'est cool, ouais. Y compris les gens qui sont là pour travailler, en fait ils sont là pour jouer et s'amuser, du coup c'est vraiment sympa quoi. C'est clair. C'est important, et puis on a une grande chance, je pense, c'est que le médium est encore assez récent, parce que le jeu de société contemporain, c'est globalement le milieu des années 90 où ça réexplose de nouveau et on a vraiment les jeux qui commencent à marquer, on commence à aller sur cette vague. Et donc souvent, et c'est un peu pareil, c'est un peu naïf, mais on est dans un milieu où les personnes qui le chapeautent et qui l'ont créé et qui font qu'aujourd'hui le jeu contemporain ressemble à ce qu'il est, elles sont encore vivantes. Ils sont encore là, ouais, c'est clair. Cas de partout quoi. Elles sont super accessibles et en plus elles sont plutôt sympas. Et comme on est, je sais pas si c'est parce qu'on est sur cette alors parler de stars c'est un peu un grand mot, mais première génération d'auteurs et d'autrices vraiment importants on va dire, qui fait qu'ils sont encore idéales, sont encore vachement accessibles. C'est ça qui tire le wagon pour tout le monde en donnant possible, le ton, entre guillemets, qui donne le ton, ouais. C'est pas encore dispersé, il y a pas encore ce... Ouais, et puis ça se prend pas trop la tête quoi, il y a pas de... Y a tout... Alors je suis souvent un peu trop un bisounours, donc... Oh, c'est bien, on est entre bisounours, c'est parfait, ça me convient très bien. Mais tout le monde n'est pas parfaitement gentil, accueillant et génial dans le milieu du jeu comme dans tous les milieux, mais globalement je trouve ça impressionnant. Et je pense que c'est aussi par rapport à ce que tu décrivais de en fait à la fin on fait des jeux et les gens ils s'amusent quoi, donc l'enjeu en soi il est quand même de passer un bon moment quoi. Ouais. C'est ça quoi, donc c'est dire moi je crée des jeux pour que les gens s'amusent, mais vraiment à côté je suis une sale personne, il y aura un espèce de dissonance un peu chelou, paradoxe qui serait pas terrible quoi. C'est clair. Je pense que ça aide aussi quoi. Et alors on va faire la question bateau, mais comment on crée des jeux, genre il y a pas d'études d'auteurs de jeux de société, et toi comme tu le disais ça fait moins de 10 ans que t'es dans le truc, mais même comme ça le jeu de société récent, enfin le jeu de société moderne comme on dit, c'est-à-dire sortir de Monopoly et du jeu de loi, c'est un mouvement vraiment récent. Comment on invente des nouveaux concepts, comment on se dit un jour je vais essayer de gagner ma vie, parce que alors peut-être est-ce que on peut dire ça aussi, je sais pas s'il y a, je crois que t'as pas trop de problème à en parler, mais du coup est-ce que tu gagnes ta vie avec ton métier d'auteur, est-ce que c'est le cas de beaucoup de jeux d'auteurs? Je crois savoir que non, c'est une fausse question mais on va te laisser y répondre. Et ouais, comment on se dit voilà, j'ai fait telles études mais en fait je vais faire des jeux, ou au contraire j'ai pas fait d'études et en fait je vais faire des jeux, voilà quoi. Merci Lawecall pour les 40€, le petit don du réveil. Merci beaucoup Lawecall pour le petit don du réveil, c'est un beau don de réveil. Clairement, le matin encore en slip là c'est pas mal. Hein. Ouais. Du coup, avec un café dans la main, c'est le beau don du matin quoi. Du coup, la réponse elle est un peu globale pour tout ce que tu poses, et je pense que en fait aujourd'hui auteur et autrice de jeux c'est pas un vrai métier, dans le sens où il n'y a pas d'études qui permettent d'accéder à ce métier-là, et c'est pas un métier où on peut se dire à un moment je fais une reconversion professionnelle et je deviens auteur ou autrice. En grande partie parce que le système de rémunération, tu l'évoquais, est complexe et assez bas. On est sur un système proche de celui des personnes qui écrivent des livres. Donc nous, on touche un pourcentage sur la vente de chacune des boîtes de jeux. Ce pourcentage, il est vraiment faible dans l'absolu. Alors par rapport à tous les métiers qui vont travailler sur un jeu, il est assez logique. Hein, donc l'idée, c'est pas de dire qu'il est mal conçu, mais dans l'absolu, il est assez faible, puisque sur un jeu, l'auteur-l'autrice va toucher souvent autour de 4% de ce que la personne a acheté en boutique, moins les taxes. 4%? Ah oui, j'imaginais pas que c'était à ce point peu. Ah oui, 4%, ça fait vraiment pas grand chose. Est-ce que c'est parce que
c'est impossible de vendre un jeu plus cher qu'un certain prix? Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes autres que l'auteur qui rentrent dans la ligne et que bah, du coup faut répartir? Qu'est-ce qui justifie ça en fait? Parce que le jeu, sans l'auteur, le jeu n'existe pas. Donc c'est chaud de se dire 4%, quoi. Vraiment. Il y a un espèce de truc il y a un peu un historique de non-professionnalisation des auteurs et des autrices qui fait que tu en touches moins que les auteurs de livres, par exemple, pour le coup. Et je pense que ça vient du fait que pendant très longtemps, c'était vraiment un petit passe-temps et un petit hobby pour des gens qui faisaient ça un peu au pif, sans que ça soit en plus quelque chose qui soit potentiellement rémunérateur parce qu'on n'était pas sur les mêmes volumes de vente. Et donc historiquement, ça a toujours été un peu comme ça, et donc ça galère un peu à évoluer et à bouger. Et après, tu as raison aussi dans ton intuition aujourd'hui, un jeu, si je le résume très très rapidement, mais il va y avoir un auteur et une autrice qui va le signer avec un éditeur. Donc il va faire tout le travail d'édition, que ce soit la fabrication, la maquette, le graphisme, engager un illustrateur ou une illustratrice qui va faire tous les jolis dessins qu'il y aura dedans. Et cet éditeur, il va vendre le jeu à un distributeur qui va vendre le jeu à une boutique. Le distributeur étant la personne qui va stocker les palettes de jeux, s'occuper des colis, avoir des commerciaux qui vendent les jeux aux boutiques. Et derrière, la boutique va la vendre à la personne qui vient dans la boutique l'acheter. Donc tous ces maillons de la chaîne font beaucoup à la fin quand même, quoi. Est-ce que je pose une question qui fâche, mais est-ce que tous les maillons sont importants dans cette chaîne-là? Est-ce que tu penses qu'on peut pas réduire le nombre d'intermédiaires entre l'idée du créateur de jeu et la personne qui va y jouer? Là, c'est une question. Je mets un peu les pieds dans le plat et je dis ça aussi parce que c'est un peu orienté. Je t'explique parce qu'on a Lucas par exemple dans le chat et d'autres qui adaptent des jeux existants ou qui créent des jeux à visée pédagogique pour les jeunes ou voilà dans le cadre de leur travail. Et donc je sais qu'il y a une communauté sur Discord un peu de ça, sur mon Discord en tout cas, qui s'intéresse à ça. Et puis de la façon dont tu me le dis, je me dis effectivement il y a un truc. Enfin après moi encore une fois je suis complètement néophyte, je suis à l'extérieur du truc, je vois que Lucas dit dans l'édition c'est 6%, effectivement c'est vraiment... Enfin voilà, après je suis consciente des intermédiaires qu'il y a, mais est-ce qu'ils sont tous nécessaires? Est-ce que d'après toi? Aujourd'hui le modèle il évolue pas mal et on a pas mal de situations où il y a un ou plusieurs intermédiaires qui changent ou qui sautent. Celui qu'on a le plus en tête c'est le système de crowdfunding et qui va du coup enlever la boutique et le distributeur de l'équation, voire l'éditeur dans le cas de l'auto-édition, mais qui est encore un cas un peu à part. Mais aujourd'hui c'est pas la majorité des projets et c'est des projets assez spécifiques. Même il faut être solide sur ses appuis pour se dire j'ai pas besoin de l'œil d'un pro qui va me faire mon marketing, qui va me faire ma relecture de règles ou quoi. Faut être solide quoi. C'est ça. Et il y a un maillon qui change un peu tout aussi mine de rien par rapport aux jeux vidéo indépendants typiquement, où on pourrait se rapprocher en termes de est-ce que les auteurs et les autrices pourraient pas directement vendre leurs concepts sur les internets. C'est la fabrication. Et aujourd'hui un jeu ça coûte très cher à fabriquer, ça coûte très cher à envoyer en ce moment aussi. Et donc quand tu veux faire un tirage de jeu assez normal, même si moi je me dis aujourd'hui allez j'ai fait un super jeu, je m'auto-édite, en fait il faut que je paye un illustrateur, une illustratrice, et c'est difficile de se dire je vais sortir 5, 10 000 balles pour faire tout illustrer. Et que avant d'avoir vendu la première boîte. Ouais. C'est ça, et derrière je vais avoir mon jeu, il est tout joli tout beau, et je me dis allez je vais faire un petit tirage de jeu, je vais en tirer 2000 boîtes en y croyant un peu mais en prenant pas trop de risques, et je vais payer chaque boîte au moment où je les produis, donc derrière, je vais devoir ressortir de nouveau, je sais pas, 20, 30 000 euros. Et donc c'est un truc qui est très compliqué. Et d'une certaine manière, pour moi, c'est extrêmement confortable que ce soit l'éditeur qui prenne ce risque-là. Éditeur qui a, pour le coup, souvent les reins solides et qui n'a pas de stress à se dire je paye des gens et j'avance. Mais alors que moi, ça serait plus complexe. Donc clairement, il y a moyen il faut mettre l'argent sur la table. C'est ça. Mais clairement, c'est confort aussi la manière dont ça se déroule aujourd'hui. Aussi parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes qui parlent des jeux et qui les mettent en avant pour que derrière les personnes qui rentrent en boutique aient envie de les acheter. Donc à la fois, l'éditeur fait beaucoup de communication, le distributeur fait un travail commercial vers les boutiques, et les boutiques sont généralement, on a la chance dans le monde du jeu d'avoir des boutiques de jeux qui sont souvent extraordinaires et qui font un travail de conseil qui est ultra important. Et donc c'est ça aussi qui change la donne, c'est aujourd'hui sans les boutiques de jeux, le jeu de société contemporain serait pas ce qu'il serait.
Et on a vraiment encore énormément besoin d'elles pour qu'elles se disent bah tiens, ça c'est chouette, je vais le conseiller à mes clients, etc. Je vais en parler. Clairement, donc, je pense qu'on est nombreux, on n'aurait jamais mis la main sur autre chose que les jeux qu'on connaît si on n'avait pas notre boutique avec le vendeur qui a testé les trucs, qui dit ça, toi ça va te plaire. Enfin, comme on a un bon libraire, on a un bon vendeur de jeux de société. Enfin, en tout cas, quand on est un peu dans le milieu. Et qui commence génial, à connaître tes goûts, tu reviens, tu lui dis j'ai adoré tel conseil, machin, ou je viens chercher quelque chose pour offrir à telle personne, un peu comme ci, comme ça, ou j'ai testé un jeu, ça commençait en A, la boîte était bleue, tu vois, et qui te retrouve, j'ai adoré, et qui te retrouve de quoi tu causes, quoi. C'est clair que... Cette réaction-là, elle est extraordinaire, quoi. Et je te rejoins avec les libraires, c'est les deux seuls moments où tu peux rentrer dans une boutique, et si tu la connais un peu, tu y allais plusieurs fois, tu peux avoir un vendeur ou une vendeuse qui te dit ah vas-y, attends, bouge pas. J'ai un truc pour toi. Ça va te plaire, c'est trop bien. Et tu fais bah oui, évidemment quoi. C'est ça. Tu vois, jamais tu vas genre dans une boutique d'électroménager et il y a une vendeuse ou un vendeur qui dit ce mixeur là, il est vraiment pour toi, achète-le. C'est celui qu'il te faut. Bah oui. Alors c'est clair. Avec mon libraire et avec ma boutique de jeux, mon ludicaire, j'ai effectivement cet aspect-là de bah, vas-y, je te fais confiance, tu me fais confiance. Si ça me plaît pas, je te le dirai. La prochaine fois, ça sera mieux et tout le monde est content. C'est ça. Et si ça me plaît, ça sera une belle découverte, un peu surprise, ce qui est toujours très chouette. Franchement, ouais. On dévie un peu de la question de départ, du coup. Ludicaire, ouais. Ludicaire. Tout à fait. On dévie un peu de la question de départ. Comment est-ce qu'on en vient, du coup, à se dire je vais faire un jeu de société. Alors, je suppose, on a une idée, peut-être parce qu'on a joué à des jeux et qu'on s'est dit, ah, moi, j'aurais fait ça autrement, ou au contraire, parce qu'on se lève un beau matin en se disant, je veux jouer à un jeu qui fait comme si, et ça n'existe pas, alors on le crée. Qu'est-ce qui... Comment c'est la démarche ? Il y a plein de manières, du coup. Donc, effectivement, il y a ce côté, donc... c'est bien, t'es très bonne intervieweuse, on raccroche un peu nos wagons, mais le fait que ça soit pas un métier dans l'absolu fait que y a pas d'études et que personne se dit, ou alors c'est vraiment une bêtise, le faites pas, je démissionne pour devenir auteur ou autrice de jeu demain, c'est parti dans le milieu classique. Aussi parce qu'il y a un dernier truc que j'ai pas encore évoqué, mais la temporalité d'édition est un phénomène assez long. Moi, les jeux sur lesquels je travaille aujourd'hui, j'ai bon espoir qu'ils sortent dans 2 ans à peu près. Donc forcément, ça demande un peu de patience et un peu de patience en termes de rémunération aussi, ce qui complexifie un peu la donne. Du coup, de la liberté, Mais autrement, c'est du coup tout ça pour arriver à, c'est forcément la passion qui doit guider les personnes qui veulent créer des jeux, quoi. Aujourd'hui, il faut se dire, j'ai envie de faire un truc. Peut-être que ça sera édité, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais j'ai envie de le faire et c'est vraiment ce besoin créatif qui anime la plupart d'entre nous. C'est vraiment cet aspect-là de, en fait, j'aime bien créer des choses, j'aime bien créer des jeux, j'ai envie que les gens ils se retrouvent autour d'une table, qui s'amusent. Allez, c'est parti, je le fais. Et c'est un peu paradoxal, mais je pense qu'il faut vraiment tout de suite enlever les enjeux de réussite et d'édition dans la création dès le départ. Parce que c'est dur et parce que, en fait, c'est pas le plus important, quoi. Et puis comme tu dis, on peut pas compter dessus, en tout cas pas en l'état actuel du marché. Ça me fait beaucoup penser, mais genre texto quasi, aux conseils qu'on donne aux gens qui streament en fait. On leur dit vous streamez pour le kiff, vous streamez parce que vous avez envie de partager telle ou telle chose, parce que vous avez une idée de quelque chose qui pourrait plaire, mais streamez pas pour gagner votre vie. Commencez pas comme ça parce qu'en fait, c'est une connerie. Vous deviendrez peut-être streamer professionnel à gagner votre vie un jour. Et encore, si vous travaillez beaucoup et si vous avez beaucoup de chance, parce que c'est le cumul des deux qui fonctionne, et que les conjonctures tombent bien aussi, parce que si vous n'avez pas la bonne idée au bon moment, ou si... Bref. Et c'est vrai qu'on donne exactement ce conseil-là aux gens qui débutent dans le streaming. Alors moi, je suis pas du tout professionnelle du stream, j'ai un autre métier à côté qui n'a rien à voir dans le civil, comme je dis. Mais en fait, c'est vraiment l'enjeu, je pense, à conserver. C'est-à-dire que si tu commences à dire... maintenant j'ai envie de gagner ma vie avec le stream, si t'en as jamais fait avant, c'est pas la peine en fait. Il y a un investissement de départ déjà pendant 1 an et demi minimum de travail assez terrible, quoi. On a une question. T'as aussi ce truc de ça n'enlève pas peut-être que tu vas te mettre à streamer pour le plaisir, tu vas faire ça en ayant ton bout dans le civil et puis vraiment ça va en prendre plus de place et tu vas passer à mi-temps et puis à un moment ça va être génial. Pardon. Et le jeu c'est vraiment pareil, quoi. Il y a effectivement, j'ai un peu dodgé cette question, mais moi c'est mon boulot à plein temps depuis 3 ans maintenant. Mais ça s'est construit au fur et à mesure. J'ai sorti mon premier jeu, ça m'a pratiquement rien apporté, mais ça m'a ouvert des portes. Et puis j'ai sorti le deuxième, et puis à un moment j'ai pu être suffisamment confortable à me dire, ok, là je prends un risque, mais ce risque il est modéré et j'y vais. Et il y a la plupart des auteurs et des autrices qui aujourd'hui travaillent en faisant que ça, sans avoir un best-seller, parce qu'il y a plus de gens qui sont que auteurs de jeux qu'on imagine, mais c'est souvent des gens qui ont fait genre
pas l'auteur du Jungle Speed, il est que auteur de Jungle Speed aujourd'hui, Ouais. mais il est auteur de jeux sans faire énormément de jeux. Ils sont d'ailleurs, parce qu'ils sont deux, sans faire énormément de nouvelles créations maintenant. Des auteurs dans une situation qui est la mienne de j'ai sorti plusieurs jeux, mais j'ai pas un jeu qui demain me dit mon année elle est assurée par le fait que j'ai fait Dixit ou les Aventuriers du Rail. On doit être une dizaine en France, je pense, à peu près. Oui, parce qu'en fait, une fois que tu as signé avec l'éditeur, là je rentre un peu dans des questions techniques, mais c'est la question qui me vient là. Une fois que tu as signé avec un éditeur, c'est tant que le jeu est édité que tu touches sur les boîtes, il n'y a pas un temps. Ouais. Donc si d'un coup, comme ça a pu être le cas dans certains jeux vidéo qui ressurgissent 2 ans, 3 ans après le truc, ça peut exploser et d'un coup tu comprends pas forcément pourquoi, on en entend plus parler, on le voit ressortir, ou ça n'arrive pas à ça. On a le problème, c'est que nous on a une notion de matériel. Du coup, pour que ton jeu il explose, il faut qu'il soit dans les boutiques. Et donc s'il n'a pas marché pendant un an, il est plus dans les boutiques d'ores et déjà, quoi. D'accord. Donc à moins d'avoir un truc un peu absurde de l'exemple que j'ai en tête, alors c'est moins du jeu contemporain et c'est pas du jeu d'auteur, on va dire, mais c'est le Pie Face, le truc chez Hasbro avec la tarte à la crème qui te saute à la gueule, qui était un jeu des années 70-80. Qui a commencé à rebuzzer sur les réseaux sociaux, et quand ils l'ont sorti, ils en ont vendu plein parce que c'était une trend TikTok. Il n'y avait peut-être pas TikTok à l'époque, mais c'était une trend YouTube, ça avait explosé vraiment très très fort. Et donc il y a quelques épiphénomènes vraiment de cet acabit. Mais globalement, aujourd'hui, c'est un des trucs qui est pour le coup assez compliqué, c'est la durée de vie d'un moment où un jeu peut toucher sa cible et son public. Elle est de. Et après, c'est trop tard, quoi. Après, il est trop vieux. Quoi. Si jamais au bout de 2 mois, t'as touché personne et t'es pas déjà un peu un succès, c'est mort, quoi. D'accord. Ah oui, ça, c'est un peu dur. C'est court. Ah oui, 2 mois, c'est chaud. Ouais. Ok. On a Lucas qui demande, est-ce que ça t'arrive de travailler sur des projets à licence? Dans ce cas, comment ça se passe pour les droits? Ou est-ce que c'est toujours des projets originaux que tu as? J'ai fait quelques jeux à licence. On a fait avec A4, on a fait un jeu et 2 extensions d'un jeu Naruto, qui est un jeu de dés où on doit lancer des dés très vite pour se faire des techniques de combat et se les lancer à la gueule. Et on a quelques projets de cet acabit. C'est jamais, ou du moins extrêmement rarement, l'auteur ou l'autrice qui arrive avec une volonté d'avoir une licence et l'éditeur qui la récupère, parce que c'est trop hasardeux, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop cher, parce qu'il y a des logiques de marché qu'on n'a pas toujours par rapport aux éditeurs et à leur volonté de récupérer une licence. Nous, à chaque fois, que ce soit sur Naruto ou sur les projets annexes, c'est des éditeurs qu'on connaît qui nous ont approchés en disant allez-y les gars, là je peux avoir la licence Naruto, est-ce que vous connaissez? Grave. Est-ce que vous aimez bien à fond? Est-ce que vous voulez faire un jeu? Bah ouais, complètement. Go, ouais, d'accord. Et donc nous, ça s'est passé globalement comme ça. Avec une dimension aussi aujourd'hui de la licence, ça coûte cher dans la plupart du cas, donc il faut vraiment avoir une licence canon pour que l'éditeur se dise je vais dépenser plus d'argent et ça va me rapporter plus de ventes par rapport à ce que ça génère. Et là, le jeu Naruto, il existe que parce qu'il est Naruto, mais dans l'absolu, si tu arrives avec un prototype qui peut coller avec un univers et que tu te dis je veux absolument que ça soit la licence Magnum, l'éditeur il va se dire est-ce que la licence Magnum elle va me coûter X% de mon chiffre d'affaires, elle va justifier par rapport au gameplay les X boîtes que je vais vendre en plus, bof, et dans ce cas-là il y aura pas de licence à la fin, quoi. Ouais. Inversement, tu peux pas. Quand on voit par exemple, c'est peut-être une hérésie. Hein, je veux pas être blessante du tout, mais quand tu vois Edmund Macmillan qui fait Isaac, le Binding of Isaac, et qui sort un jeu de société, donc je l'ai pas eu entre les mains du tout, mais qui en fait s'est vendu énormément parce que c'était la licence Binding of Isaac, la première boîte en tout cas. Apparemment les gens qui l'ont eu trouvent qu'il est cool et tout, donc c'est chouette, mais en fait il a fait des milliers de ventes. Moi j'ai pas compris en fait sur la licence seulement, en disant je vais faire un jeu de société. Les gens n'avaient rien vu du jeu, connaissaient le design parce que c'était le même design que ceux du jeu vidéo, mais ne connaissaient rien du gameplay, voilà. Alors il y a sans doute une part aussi, comme dans n'importe quel financement participatif, de soutien de la personne. Donc ça c'est hyper compréhensible, évidemment. On dit quel que soit ce qu'il va produire, je veux le soutenir dans ses projets, c'est le moment de mettre des sous dedans, j'y vais. Mais c'est vrai que j'étais hyper surprise de à quel point une licence peut faire vendre. Moi je suis pas tellement le public de ça. Typiquement j'aime bien le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas parce qu'il y a un jeu le Seigneur des Anneaux que je vais m'y intéresser plus en termes de gameplay qu'il y a un jeu Descent par exemple, qui est pas une licence et qui est très cool aussi dans sa catégorie. Donc c'est assez marrant ce phénomène de licence, ouais. Et donc je comprends que les éditeurs doivent se poser la question. Pardon, tu disais? Non, t'inquiète. Et je te rejoins 100% sur Binding of Isaac, et c'est marrant parce que même de la manière dont tu l'as dit, t'as pas dit il y a un jeu The Binding of Isaac qui est sorti.
t'as dit il y a Edmund Macmillan qui a sorti un jeu de Binding of Isaac. Franchement, c'était ça. Et ça a été porté vachement par la personne en fait. Et comme un peu parce que ça a l'air d'être une chouette personne, un peu parce que Indie Game The Movie, ça nous a tous fait verser une petite larme quand ça marche enfin pour lui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'affection particulière pour Edmund Macmillan, et donc je pense que le projet a été porté par la communauté de fans du jeu. Puis c'est un univers tellement identifié, enfin, ça fait partie de ces univers et de ces personnes qui... Voilà, tu vois n'importe quelle image. Moi, qui fais beaucoup de jeux vidéo, je préfère les jeux vidéo indépendants, c'est mon grand truc. Et il n'y a rien qui m'énerve plus que deux jeux vidéo qui se ressemblent, en fait. Moi, j'adore lancer un Don't Starve. N'importe quelle image de Don't Starve, tu reconnais que c'est Don't Starve. T'as pas besoin d'être sur l'écran de titre du jeu pour savoir que c'est le jeu, quoi. Et je trouve que les jeux ou les licences, enfin, justement, là, on parle de licences, mais qui ont une personnalité vraie, qui sont pas juste voilà, mais c'est la patte graphique, mais pas toujours, hein. Dans un jeu ça peut être aussi le gameplay qui fait ça dans une société, mais où tu te dis ça c'est de tel auteur, ou ça c'est de tel type de jeu, ou ça c'est de telle licence. Je trouve qu'il y a un truc là-dessus aussi, hein. Ouais, clairement, la hype ou non d'un jeu peut vite faire la différence. Du simple nom peut vite... Si j'annonce à mes petits que je leur crée un jeu de plateau Among Us, avant même d'avoir vu le jeu, j'ai une file d'attente. C'est vrai. Parce que Lucas, du coup, crée des jeux en environnement pédagogique. Et donc, il adapte des licences. Un jeu Among Us, ça défoncerait tout, quoi. Et pour le coup, là, la licence, alors ça... Non, elle est quand même toujours assez forte, mais la temporalité fait aussi que sur des licences très à buzz, il faut pas louper son créneau, quoi. Ouais, mais là, tu parlais de 2 ans pour créer un jeu, ouais, c'est ça, faut avoir déjà le concept, en fait. Faut avoir déjà le concept et se dire on va le coller sur Among Us parce que c'est ça qui marche, non? Enfin, comment on fait quand c'est comme ça? Un peu, ou alors ça peut aller plus vite aussi, tu vois. Il y a un côté où quand c'est un branle-bas de combat éditorial, les éditeurs ils ont des plannings, ils doivent sortir le jeu, ça prend du temps, etc. Mais si jamais d'un coup ils se disent ça on le veut pour dans 6 mois, en fait ça peut prendre 6 à 7 mois. C'est juste que les plannings sont tellement... il y a une liste d'attente de jeux qui arrive chez les éditeurs que tout prend du temps et tout est un peu plus long, quoi. Et c'est pareil pour, tu vois, en termes de création, moi j'ai plusieurs projets que je mène en parallèle. Si demain on me dit il me faut un jeu Among Us et il faut qu'il soit prêt pour le mois prochain, si je fais que ça à H24 pendant 4 semaines, normalement j'aurai un truc assez solide au bout de ces 4 semaines, quoi, pour le coup. Donc ça peut aller assez vite. Et je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y ait rien qui ait été annoncé. Typiquement Among Us, c'est étonnant, et je sais, j'ai vraiment zéro info, mais c'est un truc où je serais Asmodée qui édite les loups-garous. Ouais, c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu une extension ou faire un loup-garou Among Us, quoi, pour le coup. Ah, c'était assez proche. Après, ouais, c'est clair, faut se demander est-ce qu'ils se sont dit que ça allait retomber, parce que quand c'est ressorti, c'était déjà un vieux jeu. Enfin, c'était... Ouais. Ça a rebuzzé, c'est un peu ce dont on parlait. Peut-être qu'ils se sont dit que ça retomberait et qu'après il était trop tard. Ou... C'est toujours pareil. Après, tu te dis, bon, bah en fait, c'est pas retombé, mais en fait, ça va quand même retomber là. Maintenant, ça va retomber, tu vois. Du coup, tu recules sans arrêt. Il y a plein d'éléments. Peut-être que les gens d'Among Us ils veulent pas faire de peut-être aussi, peut-être qu'ils ont pas répondu à un mail parce qu'ils s'en foutent. Peut-être qu'ils se disent que le jeu de société ça se vend pas assez, que ça les intéresse pas. Vraiment, il y a vraiment plein de trucs il y a un nombre de facteurs qui est tellement important sur toutes ces questions que c'est toujours complexe, quoi. Ouais, c'est vrai, Champi. Ils avaient pas marché au départ. Il y a déjà du merch qui sort. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est ça. Ils ont pas forcément la volonté de le faire. Juste pour terminer sur la vivre du jeu de société, donc toi t'arrives à te dégager un salaire sans forcément dire de nombre, parce qu'en France on dit pas les salaires, mais t'arrives à te dégager un salaire pour vivre du jeu de société. C'est en nombre tu calcules ça en nombre de boîtes, en nombre de jeux, en nombre de contrats. Comment tu te dis là c'est bon, je gagne ma vie? Assez mal, je suis pas un très grand gestionnaire. En gros, le système de rémunération nous ressemble on est payé en fonction des éditeurs, généralement une fois par semestre. C'est-à-dire que tous les semestres, on reçoit un relevé de vente qui dit sur The Loop, qui est un de mes jeux, on en a vendu 12 500, on est 2 auteurs dessus, et donc on se partage les droits d'auteur, donc tu touches... je sais 2%. Pas combien ça change le loop, mais voilà, mais 2%, et donc ça représente 60 centimes. Tu payes tes taxes. Vas-y, je te fais ton chèque. Ah non, je paye mes taxes sur les impôts d'après, donc il faut que je calcule dans ma tête que l'argent que je touche, je vais en payer. Faut pas le dépenser. Ouais, c'est ça. Et donc, ce qui fait qu'il y a une petite gymnastique sur laquelle j'ai l'habitude et qui est pas très très dur à faire pour moi, mais je touche globalement 2 fois beaucoup d'argent dans l'année, mais en ayant toujours en tête que cet argent que je vais toucher au mois de janvier, là tu vois, j'ai pas touché de sous depuis le mois de juin, et donc il faut que je continue de payer mon loyer et que j'arrive à vivre jusqu'au mois de janvier, où je vais retoucher des sous qu'il faudra que
soit mentalement, soit je sais qu'il y a des auteurs qui se versent quand même un salaire d'un compte à un autre ou qui essayent de faire en sorte de pas trop se faire peur, quoi. Mais il faut que mentalement je me dise cet argent c'est pour toute l'année, quoi. Ah oui, donc il y a un peu de boulot de gestion, enfin de compta, quoi. Et moi clairement je fonctionne plus comme ça qu'en me disant ah là j'ai sorti 5 jeux donc ça va faire ça machin. Parce que les volumes de vente et le nombre de jeux que je signe par an est vraiment très très aléatoire, quoi. Pour le coup il y a vraiment un truc de c'est impossible à prédire et à calculer, et surtout bon là on est sur 2020-2021 où ça a été des années de rupture de stock, de problèmes d'acheminement et en même temps de rebelle mise en avant du jeu de société contemporain, ce qui fait qu'il y a des jeux qui ont beaucoup mieux marché. Donc là typiquement j'attends mes relevés de vente de cette fin d'année et de Noël qui est une grosse période pour les jeux aussi, pour savoir combien j'aurai de sous en 2021, et là aujourd'hui je peux vraiment pas estimer combien j'en aurai pour le coup. Ça fait très fort râler mon comptable d'ailleurs. Ouais, parce que du coup, t'as pas de visibilité au-delà de tes 6 mois. Enfin, je suppose que ça peut pas être catastrophique non plus, mais ouais, d'accord, ok. Faut être prêt à vivre comme ça aussi, parce que c'est pas forcément tout le monde qui peut gérer ça, quoi, parce que ça peut être angoissant quand même de pas savoir. À plus de 6 mois, bon, après, je suppose que c'est pas non. Enfin, il peut pas y avoir des gaps non plus, sauf catastrophe. Non. Trop terrible, mais aussi parce voilà, que c'est ça. J'ai plusieurs jeux en cours d'exploitation, tu vois. Aujourd'hui, je serais l'auteur d'un seul jeu qui marche pas mal, ce qui pourrait m'assurer un salaire correct si j'avais un jeu où on en vendait X mille par an en me disant ok, bah c'est pas encore le best-seller, mais c'est déjà confort. Ça pourrait m'inquiéter de me dire, bah en fait, qu'est-ce qui se passe si demain il y a une rupture de stock, si c'est plus possible de le produire, si jamais les gens veulent plus l'acheter. Et là, ça serait vraiment très inquiétant. Moi, je me dis toujours, si demain j'ai un jeu qui marche plus, les autres vont certainement prendre le relais. Merci Alizarine pour les 50 €. Good morning les veilleurs. Alizarine qui est partie se coucher tout à l'heure, qui revient donc, qui relève Droppy, je pense. Droppy va pouvoir aller se coucher. Merci pour les 50 € Alizarine pour l'association Fragile X France. On est à 6627 €. Merci pour votre générosité à tous et à toutes. Effectivement, l'INRIA me rappelle de signaler qu'il y a le jeu de Théo Rivière, je crois que c'est la Maison des Souris, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. La Maison des Souris, dédicacée de l'auteur et de la co-autrice, à gagner dans la tombola. On l'a mise avec un jouet puzzle chat en bois, très joli. Donc on s'est dit que voilà, le chat et les souris allaient bien aller ensemble. Un bon duo. Voilà. Donc c'est un petit lot, c'est un beau lot en fait du coup, une partie déco puzzle qui peut être pour les enfants ou personnalisable puisque c'est du bois brut, donc vous pouvez le peindre, vous pouvez le pyrograver, et vous avez le jeu La Maison des Souris qui est un jeu enfant, un jeu jeunesse. Ouais, tout à fait. Jeunesse. Ouais, pour les 5-9 ans. Voilà, donc famille, pour jouer avec vos petits hauts. On avait plein de trucs sur le jeu de société, on a déjà pas mal parlé du jeu de société. Moi j'aimerais bien qu'on parle jeu de rôle aussi, parce que j'adore le jeu de société, mais j'aime aussi beaucoup le jeu de rôle. Et ça par contre c'est un aspect que je connaissais pas du tout de toi, donc je le découvre grâce aux petites notes que ma team merveilleuse, merci, clin d'œil m'a fait. Dis-nous tout. Tu parles de JDR donc dans ton podcast avec Zéphiriel, c'est ce dont tu parlais? Ouais, un petit peu. Entre autres parce que là dernièrement on a reçu Croc qui est bien sûr, qui est l'auteur de plein de jeux que vous avez sûrement en tête, et qui fait du JDR depuis avant ma naissance, donc c'était un grand moment de discuter avec Croc, un grand monsieur du milieu, bien sûr. Et donc c'était très agréable de papoter avec lui de tout ça. Et moi je suis rôliste depuis le lycée à peu près, où je suis vraiment tombé dedans à base de je sais pas, les terminales ils font du jeu de rôle, ça a l'air trop bien, vas-y je vais acheter un bouquin de Warhammer et je suis sûr que ça va être merveilleux. Et donc je suis vraiment tombé au lycée les deux pieds dedans, mes puissance 1000. Du coup j'ai beaucoup joué un petit peu quand j'étais à la fac, et puis après comme pas mal de gens je pense il y a eu cet aspect de j'ai eu un travail, j'ai déménagé, j'ai perdu mes cercles de joueurs et joueuses. C'est clair. Et donc j'ai été en jachère de jeux de rôle pendant 5-6 ans. Et là, ça fait 2 ans que j'ai retrouvé une table avec qui je joue vraiment toutes les 2-3 semaines, et avec qui ça se passe très bien, malgré des naissances dans le groupe, etc. C'est terrible ça. Ça va nous pourrir, mais en fait, ça a été. Non, et ça va, même si là, ça y est, mais mon maître du jeu qui est exceptionnel déménage dans 1 mois et 14 jours. Et donc, ça y est, ça va. Il va falloir recréer une nouvelle table. Mais ouais, le jeu de rôle, c'est un truc que je trouve. En ligne, non, jamais. Pour moi, c'est un tout petit peu, mais j'aime vraiment beaucoup moins pour le coup. Ah ouais. Vraiment, j'ai essayé un peu avec Zéphiriel entre autres parce que on n'est pas dans la même ville, et lui il pratique énormément sur Roll20, donc à un moment il m'a invité sur des parties et c'était très plaisant. Mais en fait moi j'ai pas une attention extrêmement forte quand je suis pas actif, et donc si je suis sur un ordinateur j'ai vraiment la tentation de me dire
ok, bah là je fais rien. Ah putain, j'ai une notification Twitter, j'ai envie d'aller voir. Non, je suis en train de jouer. Ouais. Ah, Ouais, il faut des règles un truc peu, important ouais. là. Ouais, il Et faut être j'ai du vraiment mal à dedans gérer pour que. ça et à être parfaitement attentif là autour d'une table. Bon, j'ai pas mon téléphone autour de la table. Si jamais à un moment j'ai un petit coup de mou, je vais me faire un café ou je vais manger un truc. Et globalement, je suis plus dedans que en ligne, quoi, pour le coup. Ok. Et depuis peu, je m'y essaie un peu à la création. Là, j'ai un projet qui est sorti avant-hier, Oh! incroyable de timing, Ouais, oui, qui s'appelle Fragment, que c'est le j'ai créé moment avec Jonathan promo. Favre-Godal, qui est du jeu hybride entre du jeu de rôle et du jeu de société. Mhm. Plutôt côté jeu de rôle quand même, puisqu'on est sur un jeu où il n'y a pas d'évaluation à la fin, quoi. On se dit pas on a gagné, on a perdu. On raconte une histoire et c'est ça qui compte et c'est ça qui est important. Mais avec un petit système de jeu qui fait que les joueurs et les joueuses sont un peu plus accompagnés et sans meneur. Et quand tu dis qu'il est Donc, sorti il y a 2 jours, il est sorti où, quoi, comment, en boutique, en ouais, en ligne, boutique de en jeu, sur les PDF boutiques en ligne. Non, alors on est sur un système avec des cartes. Donc c'est D'accord. vraiment le jeu repose sur un système de cartes et un petit système de bloc-notes pour éventuellement faire de la campagne, mais qui est plutôt prévu pour faire du one-shot de 45 minutes, 1 heure et demie grand max. Mhm. Et donc là, c'est dispo normalement dans toutes les chouettes boutiques de jeux, en Chez ligne votre ludicaire. ou en physique. Chez vos ludicaires, tout à Chez fait. vos ludicaires préférés, évidemment. Et donc ouais, je suis très curieux c'était très agréable et ça vient en plus d'une belle rencontre avec mon co-auteur Jonathan que je connaissais déjà un peu, mais qui lui a découvert le jeu de rôle pendant le confinement justement en ligne et qui savait Comme que moi je beaucoup de gens. pratiquais pas mal et qui m'a un peu Ouais. dit ah vas-y, faut qu'on fasse un truc ensemble, c'est génial le jeu de rôle. Vraiment, il était Le pile coup en de... période lune de miel de tout était Mais cool, mais ouais. oh mais je veux acheter tous les bouquins du monde, mais oh regarde ça c'est trop bizarre. Et donc on a vachement échangé sur ça. Et J'aime donc, beaucoup cette expression, la lune de miel, mais c'est exactement ça en plus. Enfin, moi, je faisais du jeu de rôle comme toi au lycée. J'en avais pas refait depuis 10 ans. Je me suis relancée dedans avec le confinement parce que les copains-copines ont dit ah, mais on pourrait faire du jeu de rôle, ça nous occuperait. Toi, t'en as fait, non? Vas-y, tu veux pas nous faire découvrir et tout? Et à la base, on s'est lancé en se disant bah on va faire un petit scénar, tu vois. Et en fait, on est encore dessus 1 an et demi après. Enfin, c'est le. ouais. Enfin voilà, on est parti sur des campagnes complètes et c'est exactement ça. Il y a cet effet lune de miel, j'aime beaucoup cette expression. Des plateformes comme BGA, ouais c'est ça. Des plateformes comme BGA ou autres pour le jeu de société, qu'est-ce que t'en penses? Même si c'est pas toujours facile à organiser IRL. On a des clins d'œil parce que le créneau d'après c'est BGA. Merci pour la perche dans le chat. PGA, très clairement, on les aime d'amour. Vraiment, c'est des gens qui font énormément pour le milieu. Le site a été monté par des passionnés qui voulaient transmettre des trucs. Donc à la fois dans la typologie du projet, bah déjà je les aime beaucoup parce que c'est très gentil dès le départ, c'était vraiment une plateforme qui était créée pour partager le jeu et moi il y a un vrai truc du partage qui me touche aussi. Donc c'était vraiment une plateforme qui a pas été c'est pas une entreprise qui s'est dit il y a de l'argent à faire. Il y a du genre rare, je vais monter ça, quoi. C'est vraiment des gens qui se sont dit on va faire un beau truc et puis c'est parti, on va partager. Puis il s'avère que ça a bien marché, puis que ça a explosé avec le confinement encore plus. Donc globalement, le point de départ, c'est on les aime déjà. C'est aussi des gens qui sont extrêmement justes dans la rémunération des auteurs, des autrices et des éditeurs sur le modèle économique. J'allais demander justement, ouais, si ça faisait pas des ventes en moins quelque part, les gens qui jouent en ligne, comment ça s'évalue? Est-ce que vous êtes payé quand même? Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est souvent des micmacs entre les auteurs et les éditeurs, donc ça dépend beaucoup des contrats que les auteurs et les autrices ont signés. Mais dans l'idée, tous les jeux qui sont en premium sur Board Game Arena, donc ceux qui nécessitent d'avoir un abonnement pour être joués. Je rappelle qu'il y a des abonnements à gagner au Tombola. Et vraiment, ça vaut le coup. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Il y a 6 fois 1 an d'abonnement à gagner qui seront liés à votre compte, ou il y a tous les 1500 €, 1 mois d'abonnement à gagner premium chez BGA, puisque BGA est partenaire officiel de l'événement. Et effectivement, je rejoins Théo, c'est des gens super accessibles, super sympas et super passionnés. Et quand je les ai contactés, du coup, on a pu tomber d'accord pour que Kyriel, la chaîne, soit partenaire officiel. Au-delà même du 24 heures de BGA, donc j'ai la joie de... Oh bien, bravo. Ouais, bah merci à eux en tout cas de me faire confiance, et c'est vrai que j'ai la joie de pouvoir faire un peu du stream BGA en premium sur mes lives, du coup avec la commu, et ça c'est vraiment cool quoi. Et donc sur le système, bah, quand un jeu est gratuit, bah, il ne génère de l'argent pour personne, donc il y a personne qui récupère de l'argent sur un jeu gratuit, ce qui est assez logique. Mais quand un jeu est premium, du coup, donc nécessite un abonnement, l'idée, sans rentrer parfaitement dans tous les détails un peu chiants, mais c'est l'abonnement va être partagé avec un prorata. C'est-à-dire que si tu as un abonnement et que tout ce que tu fais, c'est jouer à Draftosaurus sur BGA,
tout l'argent de ton abonnement, toute la partie qui est allouée aux éditeurs, va être allouée à Draftosaurus. Si tu fais 50% de Draftosaurus, 50% de Seven Wonders Duel, il y a la moitié de tes sous qui vont aller à Draftosaurus, l'autre moitié qui vont aller à Seven Wonders Duel. C'est pas mal comme, comme répartition, c'est juste quoi. Très clean. Ouais, clairement. Et cette part, j'ai pas le chiffre en tête parce que c'est l'éditeur qui négocie ça, mais elle est vraiment pas mal en plus quoi. C'est dans l'absolu, ça peut être une source de rémunération pas déconnante sur les jeux qui fonctionnent très bien. Et après, nous, on a un deal avec l'éditeur qui dépend des auteurs, mais je crois que nous, sur Draftosaurus, qui est mon seul jeu sur la plateforme à l'heure actuelle, en toute transparence moyenne, parce que je suis pas sûr, mais j'ai l'impression de ne pas vous pipoter, je crois qu'on touche un tiers des revenus, l'autre tiers va à l'éditeur et l'autre tiers va à la personne qui a développé le module. Parce que c'est pas nous, les auteurs, ni la personne, ni l'éditeur qui a créé le module pour que ça soit jouable sur Board Game Arena. Donc je crois qu'on est à un tiers, ce qui représente à la partie vraiment pratiquement rien du tout, parce que je sais plus, on avait calculé, c'est de l'ordre d'un demi-centime, quoi, c'est vraiment rien. C'est sûr. Mais comme sur BGA, le nombre de parties est vraiment très très important, bah, quand il y a des jeux qui sont joués des dizaines de milliers de fois par mois, forcément ça peut être une source de revenus qui est pas crétine, quoi. Et Goyom, qui est notre stagiaire, n'est-ce pas? En tout cas, qui est un habitué des parties BGA. Pour information, pour les gens qui sont sur le Discord chez moi ou qui veulent rejoindre le Discord chez moi, on a un tag. Vous pouvez choisir dans le channel rôle le tag jeu de société. Et comme ça, on s'appelle les uns les autres quand on a envie de faire une partie. On tag jeu de société. Que seulement les personnes qui ont demandé à avoir le tag reçoivent la notification. Et ça permet de lancer des parties sur Discord, même quand on n'est pas en live. Mais sinon, on a quelques habitués. Et Goyom dit, depuis que les copains commencent à avoir des enfants, je peux garantir que BGA, ça fait pas des ventes en moins, mais des sessions de jeu en plus. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a de ça. Ça fait même plutôt des ventes en plus. C'est assez étonnant de... Bon, alors, on a une espèce de malchance sur Draftosaurus, qui est le jeu a été en rupture vraiment pendant très 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 longtemps, et souvent à des moments un peu péraves, genre à Noël, ou quand on a été nommé pour l'As d'Or, donc à des moments où tu veux pas être en rupture. Et on a été en rupture au moment où BGA s'est lancé. Et pour le coup, il y a eu vraiment cet aspect de... Les gens nous disaient « Ah merde, c'est chiant, le jeu est sur Board Game Arena, et j'aimerais bien l'acheter parce que je l'ai découvert et que je l'aime bien. » Et donc il y avait cet aspect de non, c'était très très clair que ça faisait plutôt des ventes que des gens qui se disent « Wow, bah c'est bon, j'ai pas besoin de l'acheter, quoi. » Le plaisir est tellement différent que les deux se complètent très bien. Puis tu peux avoir envie de l'offrir à quelqu'un dont tu sais qu'il va pas jouer sur BGA, par exemple, une fois que tu l'as découvert, tu peux l'acheter pour jouer en famille avec tes parents, que tu vas pas les emmener jouer à BGA, sur BGA, alors que vous êtes dans la même baraque. C'est plus tout à fait le même. Tu te disais bien que le t-shirt de l'invité te disait quelque chose. J'avoue que c'est ma grande sœur qui m'a offert ce pull qui est très Draftosaurus, et que j'aime d'amour ma grande sœur et j'aime d'amour ce pull aussi, quoi. Mais oui, c'est bien les dinosaures. On a une boîte à meux à envoyer. Il est 9h, Théo. Je te propose que je crois avoir vu Maudit et Red Fanny dans le chat. On peut te dire une dernière phrase sur ton actu, tes projets, voilà, de quoi tu veux nous parler, ou des conseils pour être auteur. Voilà, c'était les ouvertures qui étaient proposées par la rédaction. Non, c'est bien, c'est des belles ouvertures. Je suis nul parce que je suis jamais prêt sur ça, mais c'est des très très belles ouvertures. Bah, dans ton actu, t'as dit que tu venais de sortir un jeu de société, jeu de rôle. Qui s'appelle Fragment et qui est disponible dans toutes les chouettes boutiques. Et puis dans les trucs, moi j'ai toujours un message de venez, faites des jeux, c'est cool, et créer des jeux, c'est cool aussi. Donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez des questions, des trucs, des petites infos que vous allez avoir, si vous me poquez sur les réseaux sociaux, généralement je réponds. Je prends un peu de temps, mais je réponds à la fin. Donc vraiment, faut pas hésiter à le faire, et c'est un plaisir d'échanger autour de la création de jeux. Et les conseils, du coup. Alors toi, tu fais une émission prototype, c'est sur Twitch, je crois. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est le matin, il me semble, de ce qu'on mon petit doigt m'a dit, ou ça a changé? J'ai deux petits concepts. À la fois, je fais une matinale les mardis et les jeudis matins, à partir de 9h, où là, c'est plus... globalement, je ne prépare pas grand-chose, et je lance une caméra et on discute de l'actu du jeu, de ce qui se passe et de mon actu. Vraiment en mode, c'est la détente et les gens viennent poser des questions et c'est génial. Et j'ai lancé ma première émission un peu structurée, un peu plus clean, qui s'appelle Prototypes, effectivement, qui est là tous les premiers mercredis du mois, l'après-midi, où l'idée c'est que les auteurs et les autrices, débutantes ou pas d'ailleurs, peuvent m'envoyer un prototype de jeu sous la forme d'un pitch, et moi en direct, je l'ouvre, je le regarde, et puis je les débriefe un peu de fais gaffe, là cette règle elle est un peu bizarre, ou fais gaffe dans ta présentation, là j'ai pas bien compris cet aspect-là, jusqu'à tiens, tu devrais contacter Cocktail Games et Gigamic parce que c'est des chouettes éditeurs et ils pourraient éditer ton jeu. Et ça correspond à leur ligne et tout ça, ouais.
Ok. C'est ça, dans la découverte et dans le conseil autour de ça, pour que, toujours dans cette idée qu'à la fin, il y a encore plus de super jeux qui arrivent sur le marché et qu'on puisse jouer à plein de trucs. Allez suivre Théo sur ses réseaux sociaux. C'est ça la conclusion peut-être de ça. Et suivez Twitch et tout. Et merci encore Théo d'avoir accepté l'invitation parce que c'est cool de pouvoir parler. Je suis hyper frustrée, j'ai encore plein de questions à te poser. Je vais te faire le même traquenard qu'à Julien Dutel l'année dernière. Est-ce que tu veux revenir sur la chaîne, qu'on repapote, qu'on se laisse plus de temps? Alors avant d'accepter, sache que la dernière fois avec Julien, ça a fini on était parti sur une petite soirée, on s'est dit 2 heures, ça a fini à 4 heures, enfin non j'exagère, à 2 heures du matin. Bon, on essaiera de pas traquenarder trop, mais ouais, je pense que ça peut être cool. Les traquenards, on papote tranquillement avec des gens gentils, je suis assez chaud pour me faire traquenariser, donc on se redit, mais quand tu veux. Ok, c'est cool. Bon bah je note ça, enfin la régie note ça parce que moi je suis pas en état de noter quoi que ce soit. La régie note ça et effectivement je pense que tu vas réentendre parler de moi, de toute façon on est en contact, voilà. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait payé une boîte à meux aussi, donc je sais pas Théo si tu vois, il y a Ambiance dans le chat. Ouais. Donc attention parce que Ambiance va nous lire une boîte à meux. Wow. C'était donc la boîte à meux cochon. Voilà, la boîte à meux pour le principe, je sais pas si t'avais suivi Théo, mais en gros on a demandé aux guests, aux gens de la team et aux gens du chat aussi, n'hésitez pas à envoyer vos meux pour ce week-end. Alors c'est un petit peu tard pour ce 24 heures là, mais à tout moment, vu qu'il va y avoir un after, je vais t'en parler aussi Théo en MP, je vais essayer de penser à t'envoyer un MP à ce sujet si jamais t'es dispo dans la semaine, mais il va y avoir un after cette semaine, c'est la grosse révélation de cette année, c'est la première année où on fait ça, avec des streams toute la semaine avec les gens qui n'ont pas pu venir ce week-end, soit par manque de place, soit par manque de dispo, et donc ça va être super chouette, mais ça sera beaucoup moins formel et voilà, on se laisse beaucoup plus de liberté et de chill là-dessus. On sera pas pris par le temps. C'était déjà tellement à la cool pourtant. Ah ouais, non mais là c'est super cool, mais il faut que je tienne les horaires. Je veux recevoir tout le monde et donc il est temps de passer à l'écran de pause. Ça va pas être une très longue pause, juste le temps que Maudit et Red Fanny, nos invités suivantes, nous rejoignent pour une partie sur BGA de Draftosaurus. Je te propose, Théo, si t'es prêt à nous expliquer les règles juste après au retour de la pause. Ne bougez pas, on continue le 24 heures solidaire. On est en live depuis 14h, je fais le calcul en même temps. On est à 6000. Je prends mon anti-sèche. 6662 €. Merci pour votre générosité, c'est vraiment super. À 7000 €, on débloque un live musique avec Red Fanny et un live où je ferai des tests de personnalité en direct à partir des tests recommandés par la chaîne Fulloscopy dans sa dernière vidéo. Ah oui, très bien. Ouais, ça va être sympa, je pense. Ça va être assez marrant. Je vous souhaite une bonne pause. Gagnez des points sur le Chaka Quiz. On se retrouve tout de suite. Ne partez pas. Il y en a vraiment pas pour longtemps cette fois. Transition.